Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre podcast quotidien sur l'activité cyber du vendredi 20 décembre 2024, épisode 131. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct des terres du Berry. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, escroquerie crypto sur X, les youtubeurs pris pour cible. Des cybercriminels se faisant passer pour des marques connues sur X, anciennement Twitter, parviennent à pirater les comptes des créateurs de contenu via des offres de sponsoring frauduleuses. Des influenceurs français sollicités par la Russie pour des campagnes pro-Kremlin. Des milliers de téléchargements pour des paquets NPM malveillants. Mise à jour du programme Assured SIR du NCSC britannique. Routeur Juniper compromis par le malware Mirai. Une variante de Mirai cible des routeurs Juniper utilisant les identifiants par défaut, les intégrant à des botnets pour mener des attaques DDoS. Mais bon, quelque part, un admin qui laisse les identifiants par défaut, il mérite. Telegram, accusé de promouvoir du contenu extrémiste. Une étude relève que la fonctionnalité de canaux similaires de Telegram recommande des canaux d'extrémisme à des utilisateurs consultant des sujets non politiques. Et enfin, 3 nouvelles alertes critiques émises par la NSSI sur Trend Micro, Fortinet et Google Chrome. Bien entendu, vous retrouverez tous les liens qui m'ont permis de créer cet épisode dans la description de celui-ci. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une campagne d'escroquerie en crypto-monnaie visant des créateurs de contenu sur YouTube, orchestrés vers des comptes usurpés sur X, anciennement Twitter. Des cybercriminels prennent le contrôle de comptes vérifiés sur X, souvent inactifs mais légitimes. Ces comptes sont transformés pour imiter les responsables marketing de marques réputées avec des noms et des logos modifiés. Les attaquants rendent leur profil crédible en publiant du contenu légitime et en partageant des liens vers des sites officiels des marques. Une fois les comptes configurés, les escrocs ciblent des youtubeurs en leur proposant des contrats de sponsoring mirobolants. Après des discussions prolongées pour renforcer l'illusion, les victimes reçoivent un fichier malveillant ou un lien vers une plateforme de signature comme DocuSign. Et en cliquant dessus, les victimes téléchargent des logiciels espions et malveillants permettant aux attaquants de compromettre rapidement leur chaîne YouTube. Et il y a un cas d'étude qui est assez sympa, c'est Roffelmonger. C'est Michael Townsend, connu sous le pseudonyme de Roffelmonger. C'est un créateur de contenu dans les jeux de combat avec plus de 200 000 abonnés. Il a été approché par un compte prétendant représenter JBL Audio, la marque, avec une offre de sponsoring hyper alléchante. Après avoir ouvert un fichier malveillant, sa chaîne YouTube a été piratée et temporairement supprimée. Mais ce qui est surprenant, c'est que ça coïncidait avec l'annonce de Virtua Fighter 6, un concurrent. Bien qu'il ait récupéré sa chaîne, il a perdu des milliers d'abonnés et doit restaurer manuellement l'ensemble de ses vidéos et playlists. Alors autant vous dire qu'il a tout perdu, il repart de zéro. Alors c'est les conséquences pour les victimes quand elles se font poncer, c'est une perte de revenus. Les créateurs n'ont plus accès à leur chaîne pendant des jours, voire des semaines. Il y a une perte d'abonnés. Les abonnés sont pas très fidèles. Il y a des baisses significatives à chaque fois sur l'engagement des communautés. Il y a un contenu qui est altéré ou supprimé. Ça nécessite des efforts considérables pour restaurer ce travail accumulé pendant plusieurs années. Surtout que la majorité, ils ont dit c'est dans le cloud, c'est sécurisé, il y a des backups. Non, il n'y a pas de backup. Donc, YouTube a répondu. Alors, bien entendu que YouTube a un support dédié pour récupérer les comptes des victimes, mais elles décrivent toutes, sans exception, un processus comme lent et frustrant, aggravant les pertes subies. Surtout si c'est ton business et tu en as besoin pour payer tes factures, t'es un peu dans la mouise. Alors, ce type d'attaque, elle est particulièrement répandue dans les communautés des jeux en ligne, de combat, où près de la moitié des créateurs ont signalé des incidents similaires. On va continuer. Selon un article de Clubic, des milliers d'influenceurs français ont été sollicités par des acteurs liés à la Russie pour diffuser des messages pro-Kremlin sur des plateformes telles que TikTok et Instagram. Le détail de l'opération, c'est qu'ils avaient une cible, en Europe, environ 2000 influenceurs, dont une proportion significative de Français ont été approchés. Dans l'article, je n'ai pas le détail du nombre d'influenceurs français, mais c'est terrible parce qu'il y a quelques Français qui vont signer. Et leur objectif, c'était de propager des messages mettant en avant la puissance militaire russe et dissuader l'implication des alliés de l'Ukraine en évoquant le risque d'une guerre mondiale. Ces influenceurs étaient invités à créer des contenus alarmistes, notamment sur des armes comme le missile Satan II, présenté comme capable de détruire un territoire de la taille de la France. Alors les autorités françaises ont tout de suite réagi. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères démissionnaire, a confirmé l'existence de cette campagne de manipulation, soulignant que la Russie tentait d'influencer des influenceurs dans plusieurs pays européens, y compris la France. Bien entendu, les services de renseignement français ont observé des schémas similaires lors des récentes élections en Moldavie et en Roumanie,
indiquant une stratégie d'influence numérique bien orchestrée. Non, ce qui est le plus terrible, moi, ce qui m'a vraiment, c'est pour ça que j'ai remonté l'article, c'est la médiocrité des gens qui vivent en France qui se rendent pas compte que pour du pognon, ils sont prêts à vendre, ils vendent leur pays, quoi. Ça m'énerve. Pardon. Je pense que je couperai ça au montage. Mais il y a un influenceur français que je ne nommerai pas qui compte plus de 6 millions d'abonnés sur TikTok. Alors moi, j'ai 300 abonnés sur YouTube, donc 6 millions 300 abonnés, je comprends. Celui-là qui a du succès, celui-là qui n'en a pas. Il a publié une vidéo qui est alarmiste sur le missile russe Satan 2. La vidéo a depuis été supprimée, mais quand on regardait sur son compte, c'était pas qu'une vidéo, il y en avait plusieurs. Donc les tactiques d'influence employées sont sophistiquées. Ils utilisent des intermédiaires, donc des proxys, via des influenceurs pour masquer l'origine des commandes. Bien que les services français indiquent que des acteurs proches du pouvoir russe seraient derrière cette opération, c'est vraiment une campagne qui vise à manipuler l'opinion publique européenne et ça exploite l'influence des créateurs du contenu sur les réseaux sociaux. Je vais rester calme. Je sais pas si je vais garder cette rubrique, cet article, mais non, c'est malheureux, quoi. On peut tout faire sur TikTok, mais pas contre son pays, quoi. Jamais, jamais. Hacker News a publié un article que des acteurs malveillants ont récemment publié des paquets NPM frauduleux imitant des outils légitimes tels que TypeScript ESNlint et Tip/Note qui ont été téléchargés des milliers de fois. On l'avait déjà vu un peu au mois de septembre sur Radio Cessert. Donc ce sont des paquets qui vont être usurpés par rapport à l'identité d'origine et ils contiennent un fichier nommé prêteur.bat qui malgré son extension .bat est en réalité un exécutable Windows, un .exe, identifié comme un cheval de Troie et un dropper. Ce fichier est placé dans le dossier de démarrage de Windows, garantissant son exécution à chaque redémarrage du système. Enfin, un autre type de fichier, le type node, c'est un paquet qui va imiter le type/node. Il est conçu pour se connecter à une URL sur Passbean afin de récupérer des scripts malveillants. Ces scripts téléchargent et exécutent un exécutable nommé npm.exe qui est en réalité un logiciel malveillant. La méthodologie des attaquants, donc c'est du type au squattage, assez basique. Les attaquants créent des paquets dont les noms ressemblent fortement à ceux de paquets populaires, espérant que des développeurs les installeront par inadvertance. Une usurpation de référentiels. Les paquets malveillants sont associés à de faux référentiels GitHub créés pour renforcer leur légitimité apparente. Mais quand on regarde l'impact, tous ces paquets malveillants ont accumulé des milliers de téléchargements, suggérant que certains développeurs ont été dupés. Il est également possible que les attaquants aient artificiellement gonflé ces chiffres pour augmenter la confiance envers ces paquets. Alors, les recommandations pour nos auditeurs et auditrices, c'est une vigilance accrue sur les téléchargements des paquets sur GitHub. On doit être particulièrement attentif lors de l'installation de ces paquets en vérifiant minutieusement les noms et les sources des paquets. La vérification des dépendances, il est essentiel d'examiner régulièrement ces dépendances pour détecter et supprimer tout paquet suspect et non autorisé. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais du principe que vous utilisez du logiciel qui n'est pas maîtrisé, faut être prudent, quoi. La confiance n'exclut pas le contrôle, comme dirait notre ami Lénine. Le National Cybersecurity Center, le NCSC du Royaume-Uni, a récemment mis à jour son programme d'Assured Cyber Incident Response, qu'on appelle le CIR. Ça a introduit un nouveau type pour élargir l'accès aux services de réponse aux incidents cybernétiques. Alors c'est un niveau de programme ils ont deux niveaux. Le niveau 1, c'est conçu pour les organisations confrontées à des attaques sophistiquées, notamment les infrastructures critiques, c'est chez nous ce qu'on appelle les OIV, les secteurs réglementés et les entités gouvernementales. Les prestataires de ce niveau sont qualifiés pour gérer des incidents complexes et impliquant des acteurs étatiques. Le niveau 2, c'est le nouveau niveau qui est destiné à la majorité des organisations, y compris les entreprises privées, les associations caritatives, les autorités locales et les petites entités du secteur public. Les prestataires de ce niveau sont évalués par leur capacité à traiter des cyberattaques courantes telles que les ransomware. Ce nouveau programme permet d'augmenter le nombre de prestataires certifiés, offrant ainsi une assistance de qualité à un éventail plus large d'organisations britanniques confrontées à des cyberincidents. Les organisations victimes d'une cyberattaque sont encouragées à consulter la liste de ces prestataires certifiés par le NCSC pour obtenir une assistance appropriée. Ça sent quand même un peu le plagiat de notre agence nationale qui fait ça déjà depuis des années avec PRIS et P10. Bravo pour notre agence, pour une fois qu'on se fait copier par les Anglais. Selon un rapport de The Record, des routeurs de la série Session Smart Routers de John Hyper Networks sont ciblés par une variante du malware Mirai, lorsque les mots de passe par défaut ne sont pas modifiés. La méthode d'infection, c'est un malware. Le malware Mirai va scanner les réseaux à la recherche de routeurs utilisant encore leur identifiant d'origine. Une fois que ces appareils sont identifiés, il les infecte pour intégrer un botnet. La conséquence, une fois que les appareils sont compromis, ils sont utilisés pour mener des attaques par déni de service distribués, ce qu'on appelle des DDoS,
inondant des cibles avec un trafic massif pour perturber leur service. Les recommandations de l'éditeur, John Hyper Networks, c'est de modifier les identifiants. Non, là, c'est pas une recommandation. L'admin réseau qui a laissé les identifiants d'origine, faut le virer. Faut le donner à la concurrence. Je sais pas, si vous travaillez dans une boîte A, vous l'envoyez à la boîte B, vous direz, tu vas être utile là-bas. Il est impératif de remplacer les mots de passe par défaut par des identifiants forts et uniques dans chaque appareil. C'est incroyable qu'on voie ça encore fin 2024, quoi. Une surveillance du réseau. Les administrateurs doivent surveiller les signes d'activité suspects tels qu'une augmentation des tentatives de connexion de pics de trafic sortants. Sur un routeur, c'est un peu la base, quoi. Même si vous êtes une petite entreprise. Et la réponse en cas d'infection, si un appareil est compromis, la seule méthode sûre pour éliminer la menace est de réinitialiser l'appareil en réinstallant complètement le système car il est difficile de déterminer les modifications apportées par le malware. Bien sûr. Personnellement, c'est pas ce que je recommanderais. Parce que si vous avez une infection, vous allez faire ce qu'on appelle un forensic, une investigation, et avant de réinitialiser l'appareil, il faut que vous preniez des traces, il faut prendre une copie du système, etc. Donc, c'est vraiment si vous êtes désespéré, si vous n'avez pas d'informaticien, vous n'avez pas le choix au cas où. Vous faites ça, mais c'est la pire méthode. Et surtout si vous ne mettez pas à jour, ça veut dire que derrière, vous allez vous faire poncer. Pour rappel, pour mes chers auditeurs et chères auditrices, Mirai est un malware bien connu pour cibler des appareils connectés sur Internet, tels que des routeurs, des caméras, en exploitant souvent les identifiants par défaut des vulnérabilités logicielles existantes. Une fois que l'appareil est infecté, il peut être utilisé pour diverses activités malveillantes, notamment des attaques DDoS, la diffusion de crypto-mineurs ou des fraudes au clic. Selon un rapport du Southern Poverty Law Center, ce qu'on appelle le SPLC, l'application de messagerie Telegram utilise une fonctionnalité qui recommande aux utilisateurs des canaux extrémistes, même lorsqu'ils consultent des canaux sur des sujets non politiques tels que les célébrités ou la technologie. C'est ce qu'on appelle des canaux similaires. Ça a été introduit l'année dernière, cette fonctionnalité suggère aux utilisateurs des canaux en fonction de leur intérêt actuel. Donc les constatations du SPLC, les chercheurs ont identifié environ 300 canaux anglophones basés aux États-Unis, soutenus par diverses idéologies extrémistes, notamment le nationalisme blanc, le néonazisme, les mouvements néoconfédérés et les théories du complot antigouvernemental. Ils ont observé que les utilisateurs intéressés par un type de contenu extrémiste se voient souvent recommander des canaux d'idéologies différentes, y compris l'antisémitisme ou le nationalisme blanc. La modération relativement laxiste de Telegram permet à ces groupes extrémistes de diffuser leur propagande, de recruter de nouveaux membres et de communiquer de manière sécurisée. Ces groupes de discussion publics et privés peuvent accueillir jusqu'à 200 000 utilisateurs, facilitant ainsi la diffusion de contenus extrémistes. La fonctionnalité de stockage de fichiers de l'application permet à ces groupes de partager divers matériaux de propagande tels que des e-books, des podcasts et des vidéos explicatives. Alors Telegram a répondu, et le fondateur de Telegram, Pavel Durov, a déclaré que l'équipe de modération de la plateforme supprime environ 1 million de canaux et de groupes chaque mois, ainsi que plus de 10 millions d'utilisateurs enfreignant les règles. En août, Pavel Durov a été arrêté à Paris et placé en garde à vue pour des accusations liées à l'utilisation de Telegram par des criminels pour des activités telles que le blanchiment d'argent et le trafic de drogue. Les autorités françaises ont également allégué que Telegram a été utilisé pour diffuser du contenu extrémiste et du matériel pédopornographique. La combinaison de ces canaux publics de messagerie chiffrée de stockage de fichiers fait que de Telegram un outil puissant pour les groupes extrémistes. Les utilisateurs bannis d'autres plateformes sociales peuvent trouver refuge sur Telegram, exploitant sa technologie pour promouvoir leurs agendas. Bref, il y a un peu de boulot encore sur Telegram. Une vulnérabilité a été identifiée dans Trend Micro Dev Security Agent, spécifiquement dans les versions 20.0.x antérieures. Donc c'est la CVE 2024 55955. C'est une vulnérabilité qui permet à un attaquant de provoquer une élévation de privilèges lui offrant potentiellement des droits accrus sur le système affecté. Il y a un patch, il faut consulter le bulletin de sécurité de Trend Micro, le KA 0018571, et il faut patcher. Le CERT-FR a publié l'avis CERT-FR 2024 AVI 1096, signalant plusieurs vulnérabilités dans les produits Fortinet. On a 3 CVE. La CVE 2023 34990, c'est une vulnérabilité qui permet une exécution de code arbitraire à distance. La CVE 2024 48889, qui peut entraîner une perte de confidentialité des données. Et la CVE 2024 50570. Cette faille permet un contournement de la politique de sécurité. Alors ça touche pas mal de produits de Fortinet. Vous avez FortiClient pour Linux comme pour Windows, FortiManager Cloud, FortiWLM. Alors la recommandation elle est simple. Il faut mettre à jour tous les produits affectés. Lisez le bulletin du CERT-FR, il est vraiment très bien fait. Il est complet et en une page, vous êtes au courant de tout ce qui peut vous arriver si vous utilisez des produits Fortinet. Le CERT-FR a publié un nouvel avis,
l'AVI 1095, signalant plusieurs vulnérabilités dans Google Chrome. Ces vulnérabilités découvertes permettent à un attaquant de provoquer des problèmes de sécurité non spécifiés par l'éditeur. Il est fortement recommandé de mettre à jour Google Chrome, que ce soit aussi bien sous Linux, sous Windows ou sur Mac. L'éditeur a sorti un correctif, on ne cherche pas à comprendre, il y a quand même 4 CVE. Vous avez la CVE 2024 12692, 12693, 12694 et 12695. On ne cherche pas à comprendre, on patch. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du vendredi 20 décembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'hésitez pas à me laisser votre avis. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans les prochaines émissions, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur, ne soyez pas timide. Au 07 68 72 20 09, je suis là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas vos courses pour Noël, c'est la semaine prochaine. Au revoir. Moi, je suis un peu à la bourre, j'ai rien acheté, il faut que je me presse.